Salutations peuple de YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tag. Le tag, comment s'appelle-t-il? Tout va bien, tout va bien. My Deck Collection Challenge. Donc de Angie Lumière Cartomancie, que moi personnellement j'ai vu sur la chaîne de Romilou. Donc ici c'est la deuxième partie. J'ai déjà fait les 7 premières questions dans la précédente vidéo. Et donc ici, on va faire les questions de 8 à 14. Alors, question 8. Le jeu que je garderai toute ma vie. Alors, ça c'est pas très compliqué, c'est un peu une évidence. Le jeu, pour moi, le jeu de tarot, enfin, le tarot passe, c'est le tarot que je préfère par rapport à les oracles, la cartomancie traditionnelle. Le tarot passe avant dans mon cœur. Et le jeu de tarot, c'est le tarot de Marseille. C'est vrai que j'ai une préférence pour celui... euh, comment s'appelle-t-il? Celui avec des couleurs en plus. Le véritable tarot de Marseille, celui-ci de Chris Hadar. Voilà, c'est ça. J'ai une préférence pour celui-ci. Parce que c'est celui qui est recommandé par un cartomancien que j'adore sur YouTube, qui est Sébastien Michel, qui est un monsieur qui est canadien, qui explique divinement bien, qui est extrêmement pédagogue, qui prend le temps de tout bien expliquer. J'ai appris énormément. C'est vraiment avec lui que j'ai commencé à m'intéresser sérieusement au tarot de Marseille, enfin au tarot généralement, mais j'ai vraiment commencé avec le Marseille, avec les majeurs du tarot de Marseille. Et lui recommande d'utiliser ce jeu-ci parce qu'il y a des couleurs en plus, donc il y a du vert, alors que dans ce tarot-ci, il n'y a pas de vert. Et il fait des analogies avec les couleurs, ce qu'elles représentent. Donc voilà, de manière générale, je vous recommande très chaleureusement l'enseignement de Sébastien Michel. Je vous mettrai, je le taguerai dans cette vidéo. Mais d'un point de vue historique personnel, j'ai envie de dire, je garderai toujours ce tarot-ci parce que c'est le premier tarot que je me suis acheté. Je l'ai acheté d'occasion, quelques euros sur Vinted, mais c'est vraiment avec celui-ci que j'ai commencé. Donc c'est le tarot de chez Grimaud. Je vous montre 2-3 cartes, il est connu, je pense que tout le monde le connaît. Je pense que si vous êtes ici d'office, vous le connaissez, mais juste pour le plaisir. C'est vraiment le Marseille traditionnel. Il y a beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont un peu rebutés par l'aspect médiéval du Marseille. Mais moi justement c'est ça qui me plaît vraiment en fait. Bon, je ne suis pas historienne, mais j'adore l'histoire, en particulier le Moyen-Âge. C'est vraiment une période que j'adore, que je trouve hyper inspirante. Et voilà, on retrouve cette énergie dans le tarot de Marseille. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve très précieux. Donc pour moi, tirer les cartes, c'est le tarot de Marseille. Après, je vous avoue que, étant encore vachement débutante, forcément, je suis souvent plus à l'aise avec un Rider-Waite, puisque bon, le fait que les mineurs soient illustrés par des scènes de vie, c'est quand même plus facile à aborder. Mais pour moi, savoir tirer les cartes, enfin, je dis ça, ne vous sentez pas jugé si vous ne savez pas tirer avec le Marseille. C'est absolument pas un jugement de valeur que je fais. Mais c'est vraiment que pour moi, tirer les cartes, c'est le tarot de Marseille, quoi. C'est l'idéal. Ce vers quoi j'aimerais... Allez, ce que j'aimerais atteindre, c'est d'être à l'aise avec un Marseille, comme je le serais avec n'importe quel autre jeu illustré. Que tout soit devenu tellement ancré que l'évocation n'est plus nécessaire pour comprendre bien les cartes, quoi. Donc voilà, la base de la base, c'est le Marseille. Alors, question 9. Le jeu qui me réconforte.
mon doudou deck, mon antidépresseur? Je vais répondre à cette question d'une manière un peu chelou. Euh, Parce que moi, quand je vais pas bien, j'ai pas spécialement envie d'avoir un jeu tout mignon euh, avec des petites souris, des petits lapins, des ballons. Quand je vais pas bien, j'ai envie de quelque chose de plus dramatique en fait. J'ai envie, allez, c'est sans doute un aspect un peu gothique ma personnalité. Quand ça va pas, j'ai envie que ce que je vois dans mes cartes évoque ce que je ressens. Donc j'ai envie de noirceur, j'ai envie de dramatique. Je trouve le mot extrêmement bien choisi. Donc moi, quand je vais pas bien, le tarot que j'utilise, c'est celui-ci, le Murder of Crows de Corrado Roy. Roy, je ne sais pas comment on le prononce. C'est monsieur. Je crois qu'il existe en français, mais j'en suis pas sûre à 100%. Moi, je l'ai acheté en anglais avant qu'il sorte en français. Euh, j'ai un énorme amour pour les corneilles. Je vous en parlerai peut-être dans une future vidéo. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc il y a un petit livret comme ceci en plusieurs langues, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y a plusieurs langues différentes. Le dos est un peu cryptique, comme ceci. Les tranches noires, magnifiques. Et voilà, c'est un jeu extrêmement sombre. C'est un peu l'inverse de ce que je disais qui était positif dans le tarot renard de Célia Mélesville. C'est que ici, la moindre carte paraît être une scène de guerre, une scène de crime, mais d'une manière que je trouve sublime. Enfin, voilà, moi, on met une corneille, je trouve ça beau. Donc, je suis peut-être pas très difficile à convaincre dans ce domaine-là. Ah, ça c'est la carte de présentation. Mais voilà, je le trouve sublime. Et moi, quand je vais pas bien, bah, c'est... quand je vais pas bien, j'ai envie de le voir concrètement dans les cartes. J'ai envie que les cartes me racontent ce que je ressens à l'intérieur et pas qu'elles me mettent du beurre avec des paillettes colorées par-dessus. Donc voilà, ce tarot, je l'aime énormément. Je pense pas que je l'utiliserai facilement pour tirer les cartes à quelqu'un d'autre parce que, bah, comme je vous disais, la moindre carte paraît effrayante, même une carte qui est censée être réjouissante. Quelqu'un qui n'est pas porté sur ce type d'ambiance, tout va le faire flipper. Mais voilà, si c'est quelque chose qui peut vous inspirer, n'hésitez pas. Petit thé à la menthe. Alors, 10e question. Le jeu franc et direct qui me parle sans détour. Alors, je vais un peu rebondir sur l'idée de la question 2. Donc, comment vous dire ça? J'ai l'impression que... Bon, le tarot que j'ai choisi pour illustrer cette question, c'est le The Halloween Tarot de Karine... Où est-ce que c'est écrit? Karine Lee. Je ne sais pas si je l'ai beaucoup utilisé parce que je l'aime ou s'il me parle incroyablement bien parce que je l'ai beaucoup utilisé. Probablement un petit mix des deux. Il vient avec un petit livre, c'est pas un livret, c'est quand même un petit livre, comme ceci. Ça dépend de la version, je pense qu'il existe différentes versions, en tout cas la version que j'ai moi, donc dans ce coffret, il y a un bon petit livre avec. Et dans la petite boîte des cartes, il y a encore un mini livret qui résume le livre. Voici le dos.
Les chats sont de nouveau très 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 présents dans ce jeu, c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est clairement un rider, hein, toutes les scènes sont illustrées. Les suites ont été renommées, donc c'est pas les bâtons, c'est les diablotins, donc imps. Euh, c'est pas les deniers, c'est les pumpkins, donc les citrouilles. Euh, c'est pas les coupes, c'est les fantômes, ghosts. Et quelle est la quatrième suite? Ce ne sont pas les épées, ce sont les chauves-souris, bats. Mais j'aime énormément ce jeu. Dans l'absolu, je trouve pas les illustrations spécialement jolies. C'est-à-dire que je crois que c'est un style. Et je les trouve un peu vieillissantes, j'ai envie de dire. Un peu d'une autre époque. Mais c'est le sujet qui me semble toujours tellement parlant dans les cartes. Ça, voilà, je crois juste que j'ai probablement le même genre de sensibilité que l'auteur. Et donc, bah, forcément, quand elle illustre une lame d'une certaine manière, bah, ça me parle. J'ai trouvé le bon jeu pour ma sensibilité. De nouveau, ambiance, bah, forcément Halloween, quelque chose de très... Oh, cette carte-là, extraordinaire. Cette idée de la force, oui, elle ouvre la gueule du lion, mais il y a une intention. Pourquoi est-ce qu'elle ouvre sa gueule? Pour le soigner. Et elle n'utilise pas la force, elle est hyper délicate, mais elle arrive à ses fins. Enfin, ça évoque tellement de choses elle me bouleverse, cette carte. Bref, ce tarot est très parlant pour moi. Je vais ranger plus tard parce que sinon ça va prendre 2 heures. Le jeu pour lequel j'ai cassé ma tirelire. Donc question 11. Je ne suis pas sûre qu'on peut réellement dire que j'ai cassé ma tirelire dans le sens où voilà, moi personnellement je n'ai jamais dépensé plus de 100 € pour un jeu. Bon, certains considéreront que 100 € c'est déjà un sacré prix, hein, mais voilà, malgré que j'ai l'âme d'une collectionneuse, je ne suis pas du tout à la recherche de tarots spécialement précieux, anciens, rarissimes, pas encore en tout cas. Donc, casser ma tirelire, bah, j'ai envie de dire jamais. En tout cas, j'estime que dépenser 100 €, c'est pas casser sa tirelire. Je veux absolument pas être prétentieuse en disant ça. Mais bon, je sais qu'il y a des tarots qui vont à 400 €, 1000 €. Je n'ai rien de tout ça. Je pense que le jeu qui m'a coûté le plus cher que j'ai, c'est le Oracle of Black Enchantment de Patrick Valenza, qui vient des États-Unis. Donc forcément au prix du jeu et aux frais de port, on rajoute, j'ai pas envie de l'abîmer en l'ouvrant, on rajoute les frais de douane évidemment, parce qu'en Belgique on a toujours des frais de douane quand on commande. C'est systématique. Je l'ai en édition orange, donc Samhain, oui, Samhain Edition, donc pour Halloween. Il existe en plein d'éditions différentes. Il y a la version classique qui est dans les tons beige, brun, enfin comme un vieux papier. Il y a la version rouge, il y a la version bleue qui est étonnante, qui me fait très envie aussi, mais bon, on va se calmer. Hein. Mais donc voilà, c'est un... Enfin, Patrick Valenza, de manière générale, fait des choses très étranges. J'aime pas tout chez lui. Mais voilà, cet oracle-là, je le trouvais... D'abord le dos. Je vous montre le dos. C'est le tirer à l'endroit et à l'envers. Moi, j'aime beaucoup tirer, prendre en compte le sens des cartes. Donc c'est un
c'est un oracle assez curieux parce que, quelque part, euh, comment dire, en règle générale, la plupart des jeux, la majorité des cartes sont à tendance positive. Il y a quelques cartes neutres, quelques cartes négatives. Et l'aspect plus négatif est pour les cartes renversées. Et ce jeu-ci, je ne l'ai pas encore énormément étudié, mais ce jeu-ci, j'ai l'impression que toutes les cartes sont négatives en fait. Mais c'est sans doute une... allez, c'est pas à prendre au premier degré. Euh, et c'est... Je pense que c'est plus étrange que négatif. Mais il y a... Comme, comme je disais, de manière globale, chez Patrick Valenza, c'est toujours un peu étrange. Il faut aimer. Moi, j'aime bien. Mais ouais, je pense que c'est clairement pas pour tout le monde. Et clairement pas tirer les cartes à quelqu'un d'autre si c'est pas son délire, si c'est pas le genre d'énergie qui peut lui parler. Voilà, c'est oui, l'un des jeux les plus coûteux probablement de ma cartothèque. Question 12. Le jeu parfait pour la divination. Alors, question un peu compliquée parce que je crois que je devrais vous en parler plus en détail, mais j'estime que entre la guidance et la divination, on peut jamais dire clairement que à tel moment on fait de la divination, à tel moment on fait de la guidance. Je considère que c'est toujours un continuum de l'un à l'autre. Clairement, l'ambiance du tirage va plus être déterminée par la question du consultant. Et c'est sûr que si la personne vous pose des questions, qu'est-ce qui va se passer ou comment ça va se passer, c'est sûr qu'on tend plus vers la divination. Et la seule manière de ramener ça vers de la guidance, c'est de proposer, une dimension de qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça se passe bien. Ou voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo-ci. Mais voilà, je vois pas. Enfin, moi personnellement, je n'ai pas. Je ne dis pas quand je fais du tarot, je fais de la guidance. Quand je fais du Lenormand, je fais de la divination. Enfin, c'est pas du tout cloisonné dans mon esprit. C'est vraiment un continuum de l'un à l'autre. Mais il y a un jeu qu'à la base j'utilisais entre guillemets normalement, comme mes autres jeux. Mais je me suis rendu compte au fil du temps, au fil de mes tirages, que il prédisait chaque fois ma journée d'une manière assez étonnante. C'est le tarot de chez Killstar. Je l'ouvre, je vous le montre, qui est très très joli à l'intérieur de la boîte. De nouveau, on est dans une ambiance un peu, je vais pas dire glauque, mais faut aimer quoi. Donc les tranches sont argentées, ce qui est très joli et qui est relativement rare. Le dos avec des petits squelettes, des petits os, des petits crânes. Et les cartes sont complètement noires avec l'illustration en une sorte d'argenté. Et je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer un petit peu. En fait, c'est pas de l'argenté uni, c'est une sorte d'effet holographique avec la lumière. On ne voit pas grand-chose. C'est subtil, hein, c'est pas, même hors caméra, c'est pas pendant ta gueule. Mais voilà, c'est soigné, relativement décalé. Donc il faut aimer, de nouveau, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour les gens qui aiment quelque chose de très traditionnel ou qui sont fort sensibles. Mais moi j'aime bien. Et oui, il m'a toujours fait des prédictions étonnantes. Pour des petites choses, hein, mais voilà, c'est un jeu que moi personnellement j'utilise maintenant en divination.
Il n'y en a pas beaucoup parce que je fais plus de guidance et d'accompagnement et ouais, plus de la guidance que de l'introspection. Mais ce jeu-là, c'est quand même plutôt du prédictif, ouais. En tout cas, j'aime bien l'utiliser comme ça et on s'entend bien. Alors, question 13. Le jeu parfait pour la guidance, les messages. Euh, alors, le jeu dont je vous parle ici, c'est le Seasons of the Witch, Samhain Oracle. Donc, c'est un petit jeu, c'est pas un tarot, hein, c'est un oracle. Il existe en français. Il s'appelle, si je me souviens bien, et en toute logique, Les Saisons de la Sorcière. Tous les sabbats n'existent pas encore. Pour le moment, il y a Samhain, donc Halloween, Yule, donc Noël, Beltane, si je dis pas de bêtises, donc le 1er mai, et je crois que Mabon va sortir dans quelques semaines ou quelques mois. Euh, mais celui que j'ai le plus employé ici, c'est celui d'Halloween. Il a des tranches rouges brillantes, magnifiques. Un dos que voici. Et c'est vraiment un oracle, donc il n'y a pas du tout de structure commune à d'autres jeux. C'est très poétique, très, très ancré dans la tradition. Il porte bien son nom. Enfin, quand on s'intéresse à la sorcellerie, c'est extrêmement inspirant comme jeu. Le petit bouquin est magnifiquement bien écrit. Bon, je suis pas... mon niveau d'anglais n'est pas à lire du Shakespeare, mais je suis capable d'apprécier la beauté de la langue dans ce petit livre. Et je pense, Claire de la Lune avait mentionné, donc Claire Duval de la chaîne Claire de la Lune, avait mentionné que la traduction en français était très jolie. En tout cas, qu'on gardait bien la beauté de la langue. Donc voilà, si ça peut vous inspirer. C'est pas un jeu que j'utilise souvent. Je l'utilise souvent en complément d'un tirage, par exemple, si je fais un grand tirage pour l'année, je vais l'utiliser en complément pour avoir un petit message. C'est pas non plus le genre de jeu où on va tirer 12 cartes pour avoir plein de correspondances dans tous les sens. Non, on prend une carte, on se pose, on lit le petit bouquin. Voilà, c'est un petit oracle qu'il faut prendre le temps d'apprécier pour ce qu'il est. Si ça veut dire quoi que ce soit pour vous. Alors, dernière question pour aujourd'hui. Question 14. Le jeu parfait pour l'introspection et le shadow work. Alors, c'est quelque chose que je fais moins souvent que la guidance. Parce que j'ai tendance à faire ça sans les cartes, je pense. Mais en tout cas, il y a un jeu qui me semble, pour moi, parfait pour faire ça, que j'ai pas encore beaucoup employé, mais qui a une dimension spéciale pour moi, c'est le tarot grunge. Donc de Francesca Matteoni et Andrea Moresco. J'entretiens avec le grunge un petit livre assez complet, très bien fait. J'entretiens avec le grunge une relation de fascination, j'ai envie de dire. C'est le mot qui convient. Je pense que c'est un tarot qui m'évoque ce que j'aurais pu être dans un univers alternatif. Le dos,
Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, il vous parlera si vous êtes sensible à cet univers rock des années 90, enfin 80, début 90. Euh, voilà, moi, c'est vraiment une sorte de fascination. Et oui, une part, ça évoque des choses euh, qui me font un peu peur. Donc c'est une fascination un peu morbide, euh, qui me font peur, mais qui ont vraiment une puissance sur moi. Donc bah, dans le thème du shadow work, de l'introspection, donc pour savoir d'où viennent ces peurs, je pense que ça peut être extrêmement intéressant. C'est pas encore quelque chose que j'ai énormément travaillé. Donc, ça ne saurait tarder. Voilà, c'est tout pour ces 7 questions suivantes. Donc, il y aura une troisième partie à cette vidéo euh, pour les questions 15 à 21. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, me poser des questions si ça vous vient. Et m'envoyer éventuellement les vidéos de vos réponses à ce tag. Voilà, prenez soin de vous et je vous souhaite longue vie et prospérité.